Chers amis, bonsoir. Je suis un peu émue ce soir, vous me pardonnerez, parce que pour 343 femmes ce soir, c'est le 50e anniversaire de la publication du manifeste des 343 dans le Nouvel Observateur. Je me présente. Claudine Monteil, militante féministe depuis plus de 50 ans, plus d'un demi-siècle. J'ai eu l'honneur d'être auprès de Simone de Beauvoir dès l'âge de 20 ans. Et Simone de Beauvoir nous a fait le grand honneur de nous recevoir chez elle. Nous étions un petit groupe de 8-9 femmes et nous avons préparé ensemble, avec d'abord Nicole Mouchnik, la journaliste du Nouvel Observateur, qui a eu l'idée du manifeste, et Anne Zielinski, qui est l'une des grandes fondatrices du MLF et à laquelle je rends hommage. Et nous avons donc eu l'honneur, ensemble, nous avons pendant des mois, nous avons préparé le manifeste. Alors pourquoi le manifeste des 343 ? Eh bien, c'est très simple. J'ai 20 ans et à l'époque, nous avons la majorité pour les filles, pour les jeunes femmes, est à 21 ans. Nous avons donc, la pilule vient juste d'être mise en vente depuis 2 ans à peu près, environ, grâce au grand Lucien Lewirtz, compagnon de la Libération, et également grâce à la docteure Lagroix Veillalé, qu'il ne faut jamais oublier. Ils ont fait la maternité heureuse, que Simone de Beauvoir les a soutenus, et la maternité heureuse, c'est l'ancêtre du planning familial. Ce sont donc des personnes auxquelles nous devons tant. Mais parce qu'il fallait une autorisation, il fallait une autorisation du chef de famille, c'est-à-dire du père, ce qui n'était pas simple pour les femmes de demander cela. Moi, pour ma part, j'étais la Benjamine, mais j'étais entourée de femmes qui étaient plus âgées que moi et elles avaient toutes des histoires d'avortement dans le sang, dans la douleur, avec soit des séquelles, soit elles étaient mortes, soit certaines d'entre elles avaient connu d'autres femmes qui étaient mortes. Nous avons pensé donc ensuite, parce que nous sommes aussi la génération issue de mai 68, et il ne faut jamais oublier mai 1968 dans notre combat, dans notre volonté. En mai 68, ce sont 3 hommes qui ont le droit de parler, Jacques Sauvageau, Alain Gesmar et Daniel Cohn-Bendit. Les femmes n'ont que le droit de se taire. Et d'ailleurs, lorsque nous avons laissé Sartre parler à la Sorbonne, eh bien, Simone de Beauvoir, elle, n'a eu le droit qu'à se taire. Donc, quand nous nous sommes retrouvés, les étudiantes post-68, dans les mouvements étudiants d'après 68, nous n'avions qu'à écouter ces messieurs qui prétendaient savoir mieux que nous comment faire la révolution et qui ne nous donnaient une fois de plus, outre le droit de renéoter les tracts la nuit et d'aller à 7 heures du matin à l'entrée des usines, ce qui était mon cas. Eux dormaient pendant ce temps-là, ils réfléchissaient à la révolution et nous n'avions qu'un seul droit, de nous taire. Nous sommes donc partis en 70, nous en avons eu assez, car nous voulions changer le monde tout de suite. Et changer le monde tout de suite, c'était se révolter, faire en sorte que la société française soit obligée de parler de ce sujet terrible qui secouait la société française, qui était l'avortement clandestin. Bien sûr, pour des femmes qui étaient de milieux favorisés, ces femmes parfois avaient la chance de pouvoir se rendre en Suisse ou bien d'aller dans une ou deux cliniques privées en France où les avortements étaient pratiqués dans les meilleures conditions. Mais pensons aux milliers d'autres, car Simone de Beauvoir l'a très bien écrit, il y avait à l'époque entre 500 000 et 800 000 avortements par an en France. Et donc, nous savions qu'il y avait aussi environ 5 000 morts de femmes décédées des suites des avortements clandestins. C'était donc une urgence de santé publique, c'était une urgence contre l'injustice et c'était une urgence contre l'hypocrisie de la société française qui refusait d'en parler. Car, pour ma part, si j'ai eu la grande chance d'être issue d'un milieu où mon père mathématicien, soutenait ma mère qui était chimiste, il la soutenait dans son désir, dans son rêve d'accomplir le métier de son choix. Eh bien, si nous parlions de tous les sujets, si nous avions une vie très internationale et ouverte,
le seul sujet que ma famille n'abordait pas, c'était l'avortement. Oui, chers amis, le mot avortement était le mot le plus tabou de la société française alors. Il fallait donc briser le tabou. Et puisque personne ne nous écoutait, eh bien, il fallait susciter un scandale, une forme de violence, mais une violence non physique, une violence simplement obliger la société à le voir. Alors, qu'avons-nous fait? Donc, quand Nicole Mouchnik et Anne Zelensky ont proposé à Simone de Beauvoir de préparer un manifeste, dès le dimanche suivant, j'avais 20 ans, j'étais la plus jeune, la Benjamine, j'arrive chez Simone de Beauvoir, dans son appartement studio de peintre, près du cimetière Montparnasse, avec des grands rideaux, avec des statuettes du monde entier. Et nous sommes 8 ou 9. Il y a là une autre femme que vous connaissez et que nous aimons tant, c'est Gisèle Halimi. Elle est là. Il y a également Monique Wittig, il y a Anne Zelensky, Liliane Cordel, Christine Delphi, et pardonnez-moi, et de temps à autre, nous avons aussi Simone If, la présidente du planning familial, qui a joué aussi un rôle formidable dans toute cette affaire et dont je salue la mémoire également ce soir. Et donc, nous nous retrouvons entre nous. Et là, il faut vous dire, c'est quand même extraordinaire. J'ai 20 ans, je suis là pour écouter la grande Simone de Beauvoir, dont j'entends parler depuis mon enfance. Ma mère a lu Le Deuxième Sexe en me donnant la vie. Et là, pas du tout. Simone de Beauvoir parle à toute allure et elle nous demande notre avis. C'est ça la grande force du MLF. Je vous le dis pour toutes parce que c'est aussi ce que j'ai voulu faire ce soir par fidélité à l'égard de Simone de Beauvoir, c'est que nous sommes plusieurs générations de féministes. C'est un mouvement, le MLF, c'est le mouvement intergénérationnel de 4 générations, 20, 40, 60, 80 ans, il y a même des féministes de 80 ans. Et donc nous nous retrouvons et nous réfléchissons à comment le faire. Alors nous pensons bien sûr qu'il faut des femmes célèbres, des femmes connues, c'est normal, parce que sinon les médias n'en parleront pas. Mais nous voulons aussi, et ce sera un souhait, une exigence avec Simone de Beauvoir, qu'il y ait des femmes inconnues, parce que la société française est ainsi constituée de femmes inconnues et de femmes de tout milieu social. Donc, nous nous décidons à récupérer un certain nombre de signatures. Et là, Gisèle Halimi décide, elle aussi, de signer le manifeste, ce qui était un geste très courageux, parce qu'en tant qu'avocate, elle pouvait être radiée du barreau des avocats. Mais elle a dit à Simone de Beauvoir, je signe. Et d'ailleurs, elle ira à la télévision juste après pour raconter devant que des hommes ces 3 avortements. D'un autre côté, il faut donc des femmes connues. Et quelles sont les femmes les plus connues à l'époque? Ce sont les femmes actrices de cinéma. Et donc Delphine Seyrig, Nadine Trintignant, Agnès Varda, à qui nous devons tant, elles vont ouvrir leur carnet d'adresses, elles vont téléphoner et elles vont persuader des femmes connues, des actrices jeunes, connues, dont Catherine Deneuve, de signer ce manifeste. Et je tiens à vous dire aujourd'hui toute l'admiration que j'ai pour ces femmes actrices, jeunes actrices, d'avoir signé ce manifeste, parce que véritablement, elles risquaient de perdre leur carrière, de briser leur carrière. Et je dois dire d'ailleurs que Delphine Seyrig, qui a été la plus féministe, qui a été absolument formidable avec nous, Delphine Seyrig n'a peut-être pas eu tous les rôles auxquels elle aurait mérité, car c'était une des plus grandes actrices de sa génération. Donc, nous avons déjà des actrices. Simone de Beauvoir ouvre son carnet d'adresses et là, ça se passe de manière différente. C'est-à-dire que Simone de Beauvoir appelle ses amies, ses copines, sa sœur, l'artiste peintre féministe Hélène de Beauvoir, et elle leur dit, bon, ben, je rajoute ton nom, je rajoute votre nom. C'est-à-dire, elles n'ont pas le choix. Elles n'ont quasiment pas le choix. Mais tout cela se passe dans une atmosphère bon enfant. Et pour ma part, je pars avec des feuilles de papier quadrillées d'un cahier et je vais aux réunions des Beaux-Arts, à l'école des Beaux-Arts, où le MLF se réunit. Et nous avons signé, chers amis, ce manifeste en riant, en plaisantant, avec l'air que vous avez entendu de l'hymne du MLF au début, on l'a chanté, il y avait Marie-Jo Bonnet qui était là avec sa guitare et qui le connaissait par cœur. Et donc nous l'avons fait, pourquoi l'avons-nous fait ainsi? Eh bien, nous risquions la prison,
nous risquions que nos familles ne nous parlent plus, nous risquions que nos carrières soient brisées. Mais pour ma part, si je l'ai signé et j'avais 21 ans, enfin, quand le manifeste est paru le 5 avril 1971, il y a 50 ans, jour pour jour, eh bien, c'est très simple. C'est parce qu'on n'imagine pas quelle était l'aura dans la société, non seulement française, mais internationale, de Simone de Beauvoir et de Gisèle Halimi. Elles étaient nos piliers. On savait que Gisèle Halimi, qui s'était battue pendant la guerre d'Algérie, qui s'était battue pendant la guerre du Vietnam, elle serait là, elle ne lâcherait rien pour nous. Et on savait que Simone de Beauvoir, qui était célèbre dans le monde entier et qui était d'une intransigeance et qui luttait contre l'injustice tous les jours de sa vie, on savait qu'elle ne laisserait rien passer. Et on avait raison. On avait raison. Donc moi, je l'ai signé en toute confiance. Je le dis. Mais je voudrais dire mon admiration pour les femmes plus âgées qui sont signataires du manifeste. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que moi, j'étais étudiante et donc, je ne me suis pas rendu compte que je risquais de perdre mon emploi puisque je n'avais pas d'emploi à l'époque. Mais par contre, des femmes qui avaient des emplois ont perdu leurs emplois. D'autres femmes ont vu leur famille se briser encore plus fortement que lors de l'affaire Dreyfus. Et vous avez d'autres femmes qui ont tout perdu. Et d'autres jeunes femmes qui étaient de ma génération et qui avaient besoin de l'aide familiale pour effectuer leurs études. Les pères ont arrêté. Elles n'ont pas plus pu faire d'études. Il y a donc eu des situations dramatiques. Et je tiens à vous dire que 50 ans après, eh bien, il y a encore des personnes, des relations que je côtoie, que je suis obligée de côtoyer dans des rencontres, qui ne m'adressent plus la parole quand ils apprennent que j'ai signé le manifeste. 50 ans plus tard, un demi-siècle plus tard. Alors, c'est pour vous dire quel a été l'impact du manifeste et qu'est-ce qui s'est passé au moment du manifeste. Donc, le manifeste, nous l'avons signé et je dois vous dire que Simone de Beauvoir, nous avons discuté le texte pendant des heures et des heures. Et puis, finalement, il s'est passé ce qui se passe habituellement. Eh bien, Simone de Beauvoir s'est assise sur sa petite table et elle a écrit en 10 minutes le texte du manifeste. Qui déclare que nous avons avorté. Et je dirais simplement, parce qu'il nous reste peu de temps, que ça a été, nous pensions que ça aurait un effet, mais nous ne mesurions pas que cela aurait un tel effet. C'est-à-dire que nous nous sommes retrouvés, véritablement, nous avons cassé une brèche qui était là, non pas depuis des siècles, mais depuis plus de 2000 ans, parce que l'avortement existe depuis la nuit des temps. Et donc, c'était extrêmement important pour nous. Et là-dessus, nous nous retrouvons avec, brusquement, c'est un scandale énorme. Tous les journaux en parlent, toute la presse, et nous avons Charlie Hebdo qui fait une couverture avec Michel Debré, qui était très anti-avortement, et qui dit que nous ne sommes que des salopes. Alors, je vais vous dire, je vous en parle 10 secondes parce que, vous savez, dans la vie, on le dit toujours en français, les plaisanteries les plus courtes sont les meilleures. Eh bien, c'est très simple. Quand nous avons vu cette couverture de Charlie Hebdo, qui était pleine d'humour, et nous aimons beaucoup Charlie Hebdo, mais quand nous avons vu cette couverture, nous avons souri, parce que ça correspondait bien à ce que disaient les gens à ce moment-là. Mais en réalité, ça fait 50 ans que l'on me traite de salope. Alors, je voudrais vous dire, si vous voulez respecter les femmes, si vous voulez donc, en respectant les autres femmes, vous respecter vous-même, eh bien, ne nous appelez plus les salopes. Non. Sur la couverture du Nouvel Obs, il n'y avait pas le mot salope, il y avait le mot française qui ont le courage de déclarer qu'elles ont signé un avortement. Nous ne sommes pas des salopes, nous sommes des pionnières, et des pionnières qui avons renversé un mur qui était là depuis plus de 2000 ans. Ça n'est quand même pas la même chose. Je voudrais vous dire que nous avons continué à nous battre et nous nous sommes battus et nous avons fait des actions avec Simone de Beauvoir tous les jours. Nous avons fait des actions pendant des années. Et lorsque Valéry Giscard d'Estaing a été élu en 1974, eh bien, il a décidé de changer la loi
Et c'est ce qui fait que je suis arrivée chez Simone de Beauvoir à 24 ans, toute excitée, en lui disant « Simone, nous avons gagné !» Et c'est là où Simone de Beauvoir m'a tenu cette propos que tout le monde connaît, mais c'est là qu'elle a dit « il suffira, non Claudine, nous n'avons pas gagné de manière permanente, nous avons gagné de manière temporaire, il suffira d'une crise économique, politique ou religieuse pour que les droits des femmes soient remis en question, vos droits, nos droits, Claudine, vous devrez être vigilante et combative toute votre vie. » Alors, je voudrais simplement rajouter une chose et ensuite je vais vous présenter les autres personnes dans l'esprit de Simone de Beauvoir. Eh bien, je voudrais simplement dire que le fait d'avoir sorti ce manifeste a fait qu'en 24 heures, je dis bien en 24 heures, le mot tabou avortement qu'on ne prononçait pas, qu'on chuchotait, eh bien ce mot tabou d'avortement est devenu un des mots que tout le monde prononçait dans les familles. Et de ce point de vue-là, c'était pour nous une victoire extraordinaire. Et brusquement, des petites filles, des jeunes filles se sont retrouvées à parler dans l'intimité avec leur grand-mère. Et brusquement, leur grand-mère leur chuchotait « Eh bien oui, tu sais, moi j'ai eu 1, 2, 3 avortements, on n'avait pas de quoi nourrir plus d'enfants, etc., etc. » Et donc c'était le début de la graine, mais ça a pris des années. Alors, si ça a pris des années et si ça a réussi, c'est grâce notamment, comme je vous l'ai dit, et c'est pour ça que je vais passer la parole maintenant à la jeune génération, eh bien, c'est parce que Simone de Beauvoir, qu'on ne remerciera jamais assez, Simone de Beauvoir nous a fait confiance à nous, les jeunes. Changer la vie tout de suite, ça n'était pas sa conclusion du deuxième sexe, mais elle nous a dit, et on en a parlé ensemble, puisque j'ai publié, je n'ai pas eu le temps de vous le dire, mais j'ai publié une dizaine de livres, dont 6 sur Sartre et Beauvoir, traduits en plusieurs langues. Eh bien, Simone de Beauvoir m'a dit, Claudine, c'est vous qui avez raison. Il faut changer le monde tout de suite, on va le changer tout de suite. Et ça l'a enthousiasmée. Et donc, elle a fait confiance à la jeunesse. Et nous avons fait un mouvement intergénérationnel. Et mon bonheur aujourd'hui, à mon modeste niveau, c'est qu'il y a maintenant, il y a partout des nouvelles générations de féministes. Et c'est ça que j'ai voulu vous offrir, vous proposer ce soir, parce qu'elles sont véritablement la récompense de 50 ans de militantisme. Alors, j'ai choisi 2 générations de féministes. D'abord, Jamia Wilson, la grande féministe américaine, grande militante. Alors, je vais vous expliquer. Jamia Wilson est une conférencière, une femme de lettres, une éditrice, l'ancienne présidente de Feminist Press. Elle a commencé. Elle est jeune, mais elle a déjà un parcours formidable. Jamia Wilson a commencé à servir à l'université, à l'organisation Choice, c'est-à-dire choix, c'est-à-dire pour le droit à l'avortement et à la contraception, confondée par Gloria Steinem pour organiser les jeunes militantes féministes pro-choix à travers les États-Unis. Ensuite, Jamia ne s'est pas limitée à ça. Elle a été pendant 5 ans, elle a commencé sa carrière comme militante féministe, comme organisatrice des jeunes de la fédération de Planned Parenthood, c'est-à-dire l'équivalent du planning familial pour tous les États-Unis. Et Jamia coordonnait toute la question des jeunes pour le planning familial aux États-Unis. Elle a été aussi l'une des administratrices du fonds qui s'appelle Groundswell, qui joue un rôle très actif aux États-Unis pour mobiliser les fonds pour les mouvements en faveur de l'IVG et de la contraception libre à travers les États-Unis. Vous voyez que sa présence s'impose ce soir. D'autre part, Jamia a été donc directrice de la maison d'édition The Feminist Press de l'Université de New York. Elle est une voix écoutée sur les ondes, sur les médias, dans le New York Times, au Washington Post, à CNN, à la BBC, et j'en passe plein. Maintenant, elle est également vice-présidente et directrice d'une des plus grandes d'édition américaines, Random House. Et enfin, parce qu'elle est très modeste et qu'elle oubliera peut-être de vous le dire, donc je vous le dis,
Jamia a écrit et écrit des ouvrages pour inspirer les jeunes. Et elle écrit des ouvrages pour enfants et pour jeunes, pour donner une visibilité aux héros et aux héroïnes afro-américains et afro-américaines. Et ces ouvrages sont traduits en français. Astrid, si tu as la photo, s'il te plaît, des ouvrages de chez Casterman, publiés chez Casterman. Sinon, voilà. Donc ça, ce sont quelques-uns des ouvrages, il y en a d'autres. Mais vous voyez, certains de ces ouvrages sont traduits en français et donc inspirent les jeunes d'aujourd'hui. Jamia, c'est un plaisir de te recevoir ce soir. Tu as la parole. Thank you so much for having me. Merci, merci, merci. I am so honored. I knew when I met Claudine the first time over the internet, and then even more in person, that I'd met a visionary and that this would be a woman who would teach me a great many things. And through your example, through your solidarity and your sisterhood, I've learned so much, and it's made me a better feminist and a better person. So thank you so much for having me today, and happy anniversary for your victory and also the reverberations of that victory around the world. I very much believe that we will not have freedom until we have a collective solidarity for all of our sisters and all of our siblings around the world, for the people who are most marginalized to be free. That will make all of us free. So it's very important and moving for me. I think you all say émouvant. For me to be here today, to be a part of your celebration, because when you heal, when you grow, we heal and we grow. When you win, we win. And I felt that in the Black Lives Matter movement here when I saw my French sisters marching for justice while we were marching here and grieving our losses. And during the Women's March, when we had our former president here, who I'm very happy has gone, to see our French sisters marching along with us. So I come today in solidarity and humility and love, and I wanted to share just a little bit of my experience and to say that I have learned so much about the core values of how to organize and how to move forward in social justice from watching social movements in France. So it means a lot to me to speak a bit about my experience. So one of my mentors is Gloria Steinem, who taught me a lot about intergenerational movement building as well. And I had the honor of meeting her for the first time when I was an organizer for the March for Women's Lives in 2004, which was a big part of my job as the youth organizer for Planned Parenthood at that time. It kind of frightens me now to remember that I was only 24 years old in planning what was then the largest march on Washington in our history. It's since been eclipsed by the Women's March, in honor of abortion, reproductive justice, the right to family planning, the right to have a child, no matter what color you are, whether you're Indigenous or you're Black or you're white or you're an immigrant, the right to have healthcare. We still don't have universal healthcare in this country, which is a human rights offense. And that was what we were all crying in the streets to do. And so at that point, I met Gloria Steinem, who came as a present for all of us who were organizing. I had, at that point, literally lost my voice because I was so busy organizing, trying to get people to come. And I croaked to her that I wanted to thank her for what she'd done and for helping us be more brave, but that I was frustrated to see that some of our sisters didn't understand that we would not be free if all of us didn't have our rights, if all of us didn't have justice. And the advice she gave me on that day stuck with me for a very long time, which was that you have to name it to change it. You have to name the problem in order to transform the policies, the cultural barriers to find those solutions. And so I felt the need to tell that story today because the manifesto was a naming it to change it. It was so powerful to name it to change it. So I thought about that moment with her, and then I met her again a few years later when I had had some more experiences. At that point, I had left Planned Parenthood, but was still very much an advocate because I myself had
not had health insurance, because here it's tied to your job or whether or not you have a job that does that. And it was the only way I was getting contraception. And quite frankly, the only way that I was getting medical care, period, breast cancer screenings and everything else, because I didn't have money. And when I was in graduate school, Women's Media Center, an organization that amplifies women's voices in the media, hired me on to help them with their media training program. I had had experience at Planned Parenthood doing some media and had some people invest in me being a speaker as a part of their culture change work. And aside from teaching me that rolling my eyes when people say sexist things would probably not move people to our side, they said, hey, we see some potential there, but you got to check the attitude. So the good part about that was that I learned a lot about how to get the message out in the media. And that's what kind of moved me from the organizing piece to wanting to do the culture change work at Women's Media Center, which was founded by Gloria Steinem, Jane Fonda, and the feminist writer and leader, Robin Morgan. And in that experience, that's when I really understood that my passion for communication as well as the passion for organizing could be mixed together. Because even if we had the laws on the books, if we still have a cultural problem about people understanding that reproductive rights are human rights, if we had a cultural problem that people don't understand the separation of church and state, even if it's on the books, if we have a cultural problem where the average American believes that women are covered by the Constitution when we are not included in the Constitution to this moment until the second, then we have a problem. And that is what led me to help other women amplify their voices in the media, to train progressive women commentators and girls. We trained girls also to do radio, TV, and writing. And that led me then to go over to TED conferences where I helped train people in their TED Talks. And in that experience, I learned that although I loved championing other people's voices and moving hearts and minds through culture was a very important part of the work, that I had stories to tell too. And I had come across the writings of Mariel Rukeyser, who is an amazing feminist writer and a writer for the Feminist Press as well, who said that if a woman would tell the truth about her life, the world might implode or explode, I think is kind of the way that she said it. And that really mobilized me to think, oh, it's important for me too, to speak, to write, and to think about filling the gaps where we are missing. How do we rewrite history into the present? How do we write ourselves into it? I was raised as an evangelical Christian in the South. And although my family was pretty liberal, I was raised to be very religious. I memorized the Bible as a child. And through that experience, I learned about patriarchy firsthand. And it taught me to think, wow, why isn't the first person who the Bible says was the one to, I'm thinking about Easter, to see Jesus rise and the story in that Bible, why is that person not considered to be one of the apostles? Mary Magdalene, who has a connection to France in our stories and in our lineage also. And that really led me to think about, oh, because men wrote these books, men told these stories, and how I was going to think about how I filled the gaps. How was I going to be a gospel of Mary Magdalene in my own words? And to see that I felt that I grew up not seeing myself in books, that there weren't enough books telling the stories of Black people that were positive, that all of the media that I was seeing, or a grand majority of it, was telling me that my community are criminals, my community are violent, my community are pathological, that Black mothers are abject. That was not the story that I knew. And so that representation and the systemic changing of culture is why I pivoted into wanting to do that culture work. We call it the culture jamming here in a bit of a slang, but that really led me to think about what are the books that I can write to heal my child's heart that didn't see herself in a positive light, but also to help educate others and to help the next generation see themselves and to see that they can write, they can create, they can write a new story to move forward.
that we can learn from the past, but we can author a new path. I also wanted to say that it's really important to me to speak about the importance of writing our own stories, because part of what led me to be a feminist is because I have a cousin whose name is Joanne Little, who was raped by a prison guard in North Carolina in the 1970s. And her story became a cause célèbre in the US. And if it hadn't been for the National Organization for Women, Ms. Magazine, Gloria Steinem, Angela Davis, who speaks perfect French, she's my French goals, and many other people from the labor movement, the prisoners' rights organizations, etc., if it hadn't been for her, she would have been killed by gas chamber from our home state of North Carolina because she used deadly force to defend herself against rape in prison. Growing up with that story is a big reason why I became a feminist at a young age. And then seeing Anita Hill, who had spoken truth to power, to tell the Supreme Court that it is not okay to elect a justice who has violated a woman. They did anyway, twice. And those stories, carrying them within me and seeing that it was happening in my own life is really what fuels me to say, I've been taught in my religious community, I've been taught in the Southern culture that I've come from, that's all about women being seen and not heard. And I've been taught in many of the spaces I've been in that it's not okay to take up space. You shouldn't stand up for yourself. As a Black woman, you should shrink yourself, in fact, based on the cultural messages I've received in my country, that I should do the exact opposite. So that is part of why I do the work I do. I say that the work I do in some ways feels like a selfish endeavor because I know that the work I do for others secures my freedom. And that is how it should be, that we should know that the experiences of women in Syria are inextricably connected with ours. And the experiences of women who are being mutilated around the world in various different ways are directly connected to our experiences. So it means a lot to me to be here today to talk about my experience, what I'm naming to try to change it, as Gloria taught me, because it connects to your experience. Because you wrote your manifesto, Claudine, and you spoke truth to power, you made it possible for the courage to become contagious for future generations. Finally, I joined the Feminist Press 47 years after it started as the first woman of color and the youngest woman to ever run a very storied press and the first feminist press to focus on intersectional feminist books in this country. And when I did that, I got some great advice from Roxane Gay and from my late mother. And I just want to share this because I think it's a good full circle. And that advice was, if you're the first, you have to do whatever is in your power to make sure that you're not the last. And what I added to that for myself was, what can I do during my time here to create systems so that those who come after me, who didn't have the advantages that I came to the table with, will have more access, will have more liberation in the work that they're doing. When Kamala Harris became our Madam Vice President, she said the same thing on stage, that she may be the first and she is not going to be the last. So what I ask of you is to, in the spirit of all of our sisters who courageously signed the manifesto, who were the first so that we could not be the last, think of what you can do today in a place where you're the first to bring another woman up with you and to bring another marginalized person up with you. Thank you so much for having me. Merci. And I wish you a happy anniversary. Merci beaucoup. Thank you so much. Merci infiniment, chère Jamia, pour ce magnifique témoignage. Nous pourrions t'écouter pendant des heures. Donc, nous n'avons pas le temps ce soir, mais ce n'est qu'un hors-d'œuvre. Tu vas peut-être revenir bientôt et nous t'inviterons, nous serons tellement heureuses et honorées de t'inviter. Alors maintenant, si tu le veux bien, Jamia, je vais passer à une génération encore plus jeune.
c'est-à-dire une génération qui a l'âge que j'avais lorsque je suis arrivée chez Simone de Beauvoir, et encore, elles sont légèrement plus âgées que quand je suis arrivée chez Simone de Beauvoir. Alors, je veux vous parler de deux jeunes femmes françaises qui nous procurent des feux d'artifice, qui prennent des sujets absolument incroyables. Je croyais que je savais quelque chose, quelques petites choses sur l'histoire des femmes et sur les mouvements féministes. Eh bien non, je découvre, grâce aux jeunes féministes in the city, que j'ai tout à apprendre et j'espère jusqu'à mon dernier jour apprendre de Cécile Farah et de Julie Mahangé parce que c'est un vrai bonheur. Alors, Cécile et Julie sont donc deux anciennes élèves de Sciences Po, mais avant Sciences Po, elles ont fait des choses qui les ont marquées. Alors, par exemple, Julie a fait ses études, Julie Mahangé a effectué, et tu m'excuseras Julie si je ne suis pas tout à fait précise, tu n'hésiteras pas à me corriger, Julie a fait ses études en Angleterre après le lycée, après avoir eu quand même une enfance dans une éducation assez conservatrice. Et même, si j'ai bien compris, tu as même été à un cours catholique et assez conservateur. Et puis là, eh bien, c'est l'Angleterre qui lui a révélé son féminisme grâce à l'engagement féministe qu'elle a découvert dans les cours, dans les études du genre, partout dans les cours qui étaient prononcés à l'université de Bath. Et c'est donc quelque chose qu'il a révélé. Et quand elle est arrivée à Sciences Po, quand Julie est arrivée à Sciences Po, eh bien, elle a croisé Cécile, qui elle aussi avait une expérience extraordinaire, c'est-à-dire Cécile Farah, elle a été au lycée international de Saint-Germain-en-Laye, donc a eu peut-être une éducation, si je puis me le permettre, sans exagérer, un peu plus ouverte. Et puis, eh bien, elle aussi, Cécile, est partie en Angleterre, et c'est dire combien le féminisme anglo-saxon est important aussi pour notre histoire. Eh bien, là aussi, elle a eu envie, avec Julie, suite à ses études aussi en Angleterre, cette fois à Londres, à l'université à Londres, eh bien, quand elles se sont retrouvées toutes les deux à Sciences Po, dans un milieu quand même, elles vous le diront, peut-être un petit peu macho, Cécile et Julie quand même, eh bien, elles ont eu envie de créer une entreprise pédagogique pour éduquer au féminisme et à l'histoire des femmes. Et elles font des conférences, des masterclass, des conférences extraordinaires. Bon, elles en font beaucoup et des visites guidées, beaucoup en ce moment sur Zoom, bien évidemment. Elles sont habituées à tout faire dans des villes en France. Elles ont des milliers d'adhérentes. Elles ont des personnes de 39 pays qui viennent déjà, qui continuent à avoir des contacts avec elles. Elles sont incroyables. Et moi, j'apprends tous les jours d'elles deux. Alors, c'est avec grande joie que je leur donne 15 minutes. Racontez-nous, faites-nous plaisir, jeune génération. Merci infiniment Claudine, merci aussi à Jamia et merci à la clé pour cette invitation. On est vraiment ravis d'être là et merci à toutes et tous qui nous écoutez aujourd'hui. On lit aussi vos commentaires dans le chat, ça nous fait extrêmement plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Donc oui, Claudine, merci pour cette introduction qui nous a beaucoup, qui nous a bien présenté et sous une formidable lumière. Merci infiniment. Donc oui, nous sommes Cécile et Julie, les cofondatrices de Feminist in the City. Et donc pour rebondir sur ce que Claudine Monteuil disait, en effet, nous, on a créé Feminist in the City pendant nos études à Sciences Po, d'abord dans un cours d'entrepreneuriat. Et en fait, quand on s'est rencontrés, on avait envie de parler de féminisme avec tout le monde. Avec tout le monde parce qu'en fait, on se rendait compte qu'on en parlait surtout dans des cercles très universitaires et que lorsqu'on était en Angleterre, on avait beaucoup plus de facilité à en parler avec diverses personnes. Mais en France, il y avait encore beaucoup de tabous. Quand on en parlait même dans des cercles familiaux, etc., il y avait toujours cette idée qu'il y avait une mécompréhension de ce qu'était le féminisme et qu'en fait, quand on disait « bah oui, mais le féminisme, c'est le mouvement pour l'égalité entre les genres », les personnes disaient « ah bon, mais je ne savais pas forcément que c'était exactement ça. Moi, je n'avais pas forcément compris ce mot. » Et donc, on s'est dit, bah voilà, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va parler de féminisme d'une manière différente. On va en parler à travers l'art, l'histoire et la culture. Et donc, on a commencé
en faisant des visites guidées. Donc ça, c'était en 2018. On a commencé avec une visite guidée qui s'appelait Street Art et Féminisme. Et en effet, on a découvert des artistes de street art. Donc c'est l'art urbain que vous pouvez voir dans la rue. C'est à la fois le graffiti et puis l'art urbain. Parfois, il y a des collages, il y a des œuvres assez formidables qui sont faites dans la rue par des artistes. Et il y a des artistes justement qui défendent les droits des femmes à travers leur art. Et donc, on avait envie de parler de ces personnes qui défendaient les droits des femmes, de parler de leur art et de parler aussi des idées qu'elles défendaient. Et c'est comme ça qu'on a rencontré, notamment en faisant nos visites en français et en anglais, des personnes de plein de nationalités différentes qu'on a pu discuter avec elles de leurs expériences des droits des femmes dans leur pays. C'était absolument incroyable. Et puis, on a continué en créant d'autres visites dans différentes villes de France. Et puis est arrivée la pandémie en mars 2020. Et donc là, on a commencé en ligne. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvés à faire des formats sur l'histoire des femmes, sur le féminisme à travers le monde, qu'on a rencontré aussi des intervenantes et des intervenants formidables qui sont venus parler de leur expérience, notamment Claudine qui nous a fait l'honneur de venir parler plusieurs fois de son expérience au sein du mouvement de libération des femmes, qui est venue parler de Simone de Beauvoir ou encore de Gisèle Halimi. On a appris énormément de choses. Et puis nous aussi, avec Julie, et je vais laisser Julie prendre la relève après, on a découvert plein de femmes incroyables dans l'histoire. On a pu faire des conférences sur des sujets comme les femmes artistes au 19e siècle, l'histoire de la chasse aux sorcières, cette période de l'histoire dont on parle si peu, alors qu'elle est fondamentale pour l'histoire des femmes. On a découvert aussi les femmes dans la tech. On a découvert plein de rôles modèles. Et on s'est rendu compte en fait que toutes ces femmes, on ne nous les avait pas présentées. Pendant nos études ou même pendant notre école primaire, collège, lycée, on n'avait pas tous ces rôles modèles. Et donc, on s'est dit que nous, notre mission, ce serait de parler d'elles, ce serait de les mettre en lumière et ce serait de permettre justement potentiellement à notre génération, nous on a 25 ans, mais à la génération suivante aussi, de découvrir ces femmes et puis aussi à la génération de Claudine ou la génération de Jamia, parce qu'en fait, on n'a jamais fini d'apprendre. Et on peut aussi se trouver des rôles modèles à 30, 40, 50 ans. Et puis on peut se dire pourquoi est-ce que je ne pourrais pas être comme elle et pourquoi est-ce que je ne pourrais pas me lancer aussi dans un nouveau projet, dans une nouvelle carrière, pourquoi pas. Donc, et puis aussi, ce qu'on a découvert avec Feminist in the City, c'est la sororité. Et donc, je vais laisser Julie parler de la sororité parce que c'est vraiment une valeur qui fait partie intégrante du mouvement de libération des femmes et puis du féminisme aujourd'hui. Merci Cécile. Et comme tu le dis si bien, en effet, la sororité, on l'a entendu au début de ce forum quand Claudine a passé l'hymne du MLF qui dit Ils nous ont divisés, nous, les femmes ». Donc ça relève vraiment cet hymne aussi de la sororité. Et cette sororité, sisterhood, comme Jamia l'a dit en anglais, on trouve en fait qu'on n'en parle pas assez quand on parle de féminisme en France, puisqu'en fait, c'est très important, évidemment. On se concentre énormément sur les violences patriarcales et les relations finalement femmes-hommes. Et on se concentre un petit peu moins sur cette sororité qui est pourtant une arme infaillible contre le patriarcat, pour reprendre les mots de la poétesse Fia, qui est donc intervenue à l'occasion de notre sommet de la sororité. Claudine, tu disais aussi donc que c'était très intergénérationnel ce forum et aussi cette conversation avec Jamia. Nous, on est en effet assez jeunes puisqu'avec Cécile, on est âgés de 25 ans. Mais il faut savoir qu'il y a la génération des millennials, comme on le dit, donc avant nous, qui est encore plus engagée et qui est vraiment à fond dans tous les sujets féministes. Enfin, quand j'entends mon petit cousin parler de consentement, il a 16 ans. Moi, c'était un mot que je ne connaissais pas à l'époque. C'est absolument incroyable. Je pense aussi à l'engagement des jeunes sur le réseau TikTok, qui est un réseau que Cécile et moi, on connaît encore très mal, le réseau des 15-17 ans. L'engagement de ces jeunes-là, notamment quand il y a eu toute la polémique en France sur les vêtements des filles au lycée, puisqu'il y a beaucoup de filles... Parce que, tu sais, là, je me sens un petit peu dinosaure. Hein. Je m'excuse, j'ai oublié d'inviter la génération des 15 Non, mais justement, c'est Alors, pas... dis-moi, qu'est-ce qu'ont dit les jeunes de 15-16 ans? Eh bien, en fait, les jeunes se sont insurgés contre le fait que les jeunes filles, donc les adolescentes, voire des enfants, se faisaient renvoyer chez elles au lycée ou au collège si leur short était trop court. Donc, le message qui était envoyé à ces très jeunes filles, c'était que distraire les hommes, c'est moins important
que ton éducation. Oui. Et donc, tu as les jeunes qui se sont vraiment engagés sur TikTok pour dire non, même des jeunes hommes, hein, ça qui était hyper C'est ça, je impressionnant. demandais des jeunes hommes. Des jeunes adolescents, on a des jeunes adolescents qui ont mis des jupes au lycée, des jupes courtes pour montrer que ce qu'il fallait arrêter de sexualiser le corps des femmes. Donc voilà, cette sororité intergénérationnelle et cette intergénérationnalité, elle est absolument fondamentale dans le féminisme à l'heure actuelle. Et on pense aussi que justement, c'est très important parce qu'il y a tellement aussi de divergences au sein du féminisme en France, mais je le sais aussi, Jamia, aux États-Unis, que nous, on préfère dire, voilà, même si on a des différences entre nos idées, entre la génération de Claudine et la nôtre, concentrons-nous sur ce qu'on a en commun, c'est-à-dire la lutte contre le système patriarcal et sur cette histoire de lutte contre les discriminations contre les discriminations faites aux femmes qu'on a en commun. Unissons-nous, aimons-nous, parce que c'est une arme infaillible contre le patriarcat. Donc cette sororité entre féministes, même si ce n'est pas les mêmes féminismes qui sont défendus, pour nous, c'est absolument primordial pour faire avancer la cause d'une manière efficace et plus rapide, en fait. Oui, pardon, Claudine, tu Non, voulais dire vas-y, je t'en prie, vas-y, Julie, je t'en prie, tu as encore 5 minutes. Vous avez encore 5 minutes toutes les deux. Super. Et après, je proposerai de raconter une petite anecdote pour encourager tout le monde et de laisser à Jamia le soin de conclure cette heure. Vous Merci, avez 5 Claudine. minutes. Vous avez Ça 5 marche. minutes, chers Ça amis, marche. chère Julie et chère Cécile. Je vais continuer de parler de sororité un petit peu puisque ça a été très présent dans les Je activités de voudrais que tu féminisme dises, si je peux me permettre, j'aimerais que tu dises un mot sur ce que vous faites sur l'histoire des femmes en Corée, au Japon depuis 1200, etc. C'est des histoires extraordinaires et très vivantes et pas du tout ennuyeuses. C'est incroyable. C'est un feu d'artifice à chaque fois. Yes, parlons donc de sororité internationale alors qu'on chérit aussi énormément chez Feminist in the City. Donc nous, on a fait beaucoup de masterclass sur, par exemple, le féminisme au Japon, les féminismes en Amérique du Sud, le féminisme au Mexique, le féminisme en Iran. Et ça montre encore une fois à quel point on a des choses en commun, des choses à partager, des luttes communes, peu importe où on se trouve dans le monde. Et qu'en fait, cette lutte pour les droits des femmes, c'est vraiment quelque chose qui est universel. La domination masculine, c'est quelque chose qui est vraiment universel. Donc c'est aussi la sororité internationale, un sujet qu'on traite avec Feminist in the City. Et puis d'ailleurs, nos visites guidées à l'heure actuelle, elles sont juste en France, mais on va aussi aller dans d'autres villes à l'international à Bruxelles notamment prochainement pour parler des femmes oubliées de l'histoire dans ces villes-là aussi. Et puis il y a plein d'autres femmes à Buenos Aires, à Rome, à Londres, mais aussi en Europe de l'Est qui font des visites guidées féministes comme nous on le fait à l'heure actuelle. Et en fait on se rend compte que c'est aussi cette nécessité et volonté de mettre les femmes en lumière dans l'espace public et dans l'histoire, une nécessité internationale. Donc c'est pas juste en France qu'on parle de ça. Cécile, est-ce que tu veux parler un peu de rôle modèle? Tout à fait. Donc, j'en ai déjà parlé un petit peu et merci Julie d'avoir complété sur la sororité, sur cette valeur qui nous tient vraiment à cœur et dont on parle encore trop peu. Oui, pour terminer notre intervention, voilà, on voulait vous parler aussi de l'importance de connaître l'histoire des femmes parce que nous, ce qu'on s'est rendu compte avec Julie, c'est vraiment que c'était fondamental d'avoir des rôles modèles, que ce soit pour se projeter dans sa carrière, que ce soit dans sa vie de tous les jours, et que ce soit aussi pour vraiment s'engager en sachant que d'autres l'ont fait. Et en fait, ce qui est intéressant dans l'histoire des femmes, c'est que de tout temps, il y a eu des femmes, que ce soit pendant la résistance, pendant la Seconde Guerre mondiale, pendant la Révolution française, que ce soit dans l'art, que ce soit dans la technique, voilà, dans tous les secteurs, il y a eu des femmes, mais on ne parle que très peu d'elles. Et lorsqu'il y a certaines femmes qui ont fait des choses exceptionnelles, et bien souvent, on en connaît une ou deux. Et souvent, on a fait ça avec Julie pendant nos masterclass. On a demandé, pouvez-vous nous citer un nom de femme scientifique ou alors pouvez-vous nous citer un nom de femme dans la tech? Et en fait, souvent, c'était les mêmes noms qui revenaient. Donc là, vous pouvez vous faire le jeu, hein, vous pouvez essayer. Il y a de grandes chances que si je vous dis une femme scientifique, vous pensiez à Marie Curie.
Et d'ailleurs, Claudine est spécialiste de Marie Curie, donc Claudine, si tu veux dire un mot sur elle après, ce sera avec grand plaisir. Mais en effet, on connaît Marie Curie et ce que beaucoup de jeunes femmes dans les sciences disent, et puis même de jeunes femmes qui aimeraient potentiellement faire des études de sciences, mais qui ne s'imaginent pas le faire, c'est que Marie Curie, elle est impressionnante. Elle est extrêmement impressionnante parce que c'est une pionnière, elle est double prix Nobel, elle a fait des choses absolument exceptionnelles et donc ça peut être difficile du fait du syndrome de l'impostrice, le syndrome de l'imposteur. On dit souvent, mais nous on aime bien dire impostrice parce que c'est un syndrome qui touche en particulier les femmes, c'est le fait de jamais penser qu'on est au niveau alors qu'on est tout à fait au niveau. Eh bien, on va se dire, mais moi je pourrais jamais être la prochaine Marie Curie. Et donc nous, ce qu'on cherche à faire aussi avec Feminist in the City, c'est parler de plein d'autres femmes en fait qui ont fait des choses exceptionnelles dans les sciences, dans les mathématiques, dans la tech, dans l'art, dans la culture et qu'on ne connaît pas. Parce qu'en fait, quand on se rend compte de ce qu'elles ont fait, on peut se dire mais là, en effet, je pourrais être la prochaine. Et on pense que c'est vraiment fondamental de faire cela. Et puis la dernière chose, c'est aussi parler des moments collectifs de l'histoire des femmes. Donc, par exemple, dans la Révolution française, il y a eu la marche des femmes en 1789, dont on parle pas forcément, qui est un mouvement collectif. Et donc, de se rendre compte aussi que les femmes ont mené des mouvements. Le mouvement de libération des femmes, ça en est un aussi, hein, un mouvement féminin. De se rendre compte que les femmes ont pu s'unir, elles ont pu, au contraire, plutôt que se diviser, se retrouver ensemble. Et donc, qu'elles ont pu faire des choses exceptionnelles entre femmes, ça, c'est aussi super important de s'en rendre compte. Et c'est ce qu'on cherche à faire avec Feminist in the City. Et que vous faites très très bien et que vous réussissez formidablement. Et vraiment, je vous remercie de tout cœur, toutes les deux. Vous êtes formidables, vous êtes un bonheur et un feu d'artifice permanent. Et c'est un grand bonheur et je vous recommande tous et toutes de vous inscrire, d'aller sur le site de Feminist in the City. Merci, Maintenant, je Claudine. voudrais consacrer 2 minutes, si vous le permettez, à une histoire de résistance. Une histoire de résistance pour vous encourager toutes et tous dans la résistance. Et ensuite, je laisserai la fin, la conclusion à notre amie Jamia Wilson. Alors voilà, je voulais vous raconter ce qui m'est arrivé avec Simone de Beauvoir, que je ne raconte pas souvent, mais qui m'est arrivé au bout en 1973. En 1973, je voyais Simone de Beauvoir pratiquement tous les week-ends. Je la voyais aussi parfois en semaine parce que je finissais mes études, j'avais plus de disponibilité que celle qui travaillait, qui avait un emploi du temps plus serré. Et il y a une fois, nous avons eu une réunion féministe et en sortant de la réunion, nous sommes allés prendre un café et nous avons été insultés par un certain nombre d'hommes qui nous ont traités de tous les noms. Je suis arrivée, j'avais rendez-vous avec Simone de Beauvoir pour préparer une manifestation devant Notre-Dame en faveur des femmes portugaises, des femmes écrivaines portugaises qui étaient emprisonnées pour demander leur libération. Et j'arrive absolument épuisée chez Simone de Beauvoir et complètement démoralisée. Et je lui dis, oh Simone, ça ne va pas du tout. Elle me dit, qu'est-ce que vous avez? Je lui dis, vous savez, on se fait insulter, c'est fatigant, c'est tous les jours, on se fait insulter parce qu'on est féministe et tout. Et à ce moment-là, vous savez, Simone de Beauvoir, elle avait une apparence d'aristocrate, et même mes amies féministes anglaises me disent toujours, elle nous rappelle la reine d'Angleterre, la reine Elisabeth, we're not amused, très comme ça. Et donc, Simone de Beauvoir, qui était comme ça, un peu figée, brusquement, je vois ses yeux qui se mettent à pétiller. Elle se met à sourire, mais alors, elle ne pouvait plus s'empêcher. Et elle me dit, mais Claudine, c'est vrai, vous vous faites insulter. Est-ce que je peux vous demander quelles sont les insultes que l'on prononce contre vous? Vous savez, comme si vous racontiez une bonne histoire, une histoire secrète dans les rues de Paris. Alors je lui dis, on nous appelle, enfin vous imaginez, salope, hystérique, etc., mal baisé, enfin bon, pardonnez-moi, j'en passe et des meilleurs. Et au fur et à mesure où je lui disais cela, ses yeux pétillaient de plus en plus, elle souriait, et puis elle finit par éclater de rire. Et elle me dit, oh, mais c'est très amusant, Claudine. Ce sont exactement les mêmes insultes que l'on proférait contre moi quand j'entrais au De Mago et au Flore après la publication du Deuxième Sexe. Oh, mais vous avez les mêmes insultes 20 ans plus tard. Mais c'est très amusant, Claudine. Je vais raconter ça à Sartre. C'est très, très amusant. Et moi qui étais arrivée complètement démoralisée, écoutez, je suis repartie gonflée à bloc parce que quand même, Simone de Beauvoir, elle a eu ses insultes toute sa vie, toute seule. En 49, il n'y a pas de MLF. En 49, il n'y a pas les filles, entre guillemets, du MLF. Elle est toute seule. Et toute l'intelligentsia française essaye de la diviser avec ça. Eh bien non. Elle a tenu bon. Et 20 ans plus tard,
elle trouvait ça très amusant. Eh bien, vous ne pouvez pas savoir combien son rire, sa joie, ses yeux pétillants m'ont fait du bien et me tiennent. Alors, je vous dis cela, la prochaine fois qu'on vous critique sur les droits des femmes, pensez à Simone de Beauvoir qui pouffait de rire parce qu'elle était toute seule en 1949. Maintenant, chère Jamia, tu as la parole, c'est à toi. Pour conclure, tu as 3 minutes pour conclure. Wow, I'm just in awe of this beautiful moment and the inspiration and knowledge, which is power, that I've gained today. So thank you so much. Thank you, Claudine, Cecile, Julie. I learned from you. I bow to your wisdom and your vision and the love that you have for humanity. I feel that we need more opportunities to do this for each other. So thank you for letting me be a part of this. I wanted to say, when I just heard what Claudine shared, it reminded me of a conversation I had with Gloria Steinem. So I love that this generational conversation keeps happening. Maybe 10 years ago, I went to her and I said, oh my gosh, Twitter, and this was when Twitter was new, so it kind of ages me a little bit, to be real about the fact that I am 40 years old and Twitter, was new when I talked to her about this. But she said, what is this Twitter you're talking about? Why are you saying that this is new? We've had this trashing, is the word she called it, the trashing that happens, the stigmatization, the misogyny in the same way. They're using Twitter to do to you what they did to us in 1968. And she gave me an article to read from Ms. Magazine about trashing and about the same root causes, the same issues, the core issues that they were dealing with then. They were the same. And she said that Martin Luther King had said that at that time too, that although we're experiencing the racial hate right now online, it's the same roots, the same core problems that we still need to address. So I'm just thinking about what Claudine shared and how we're talking about the amazing work that's happening on TikTok, the antidote to the negativity that is also happening through these new mediums, to remember that we always need to stay focused on the root causes, that those root solutions will be connected to the root causes. And I think the last thing that I just want to take away is that it's never too early or too late to become impassioned to make change. And because I'm having a conversation with wonderful French feminists today, I just wanted to dedicate this moment to one of my favorite feminist icons, Joan of Arc. I think you call her Jeanne d'Arc. Yes. I carry a Joan of Arc medal that I have because she was a legendary feminist before the age of 25 and is on the list of people, including the wonderful women on this panel, including Malala, including Cleopatra, Yes. Mary Wollstonecraft, Lorraine Hansberry, Tavi Gevinson, Wang Yuqing, the LGBTQ activist in Taiwan, Sarah Weddington, who argued to make abortion legal in the United States at 25 years old. She was arguing that in the courts here. Emma Gonzalez, who spoke up against guns in this country. Greta Thunberg, who in high school created a movement that created a seismic change around the world. The list goes on, but I just wanted to bring those women into the circle right now to say that we can all step into our power. We can all prenez le pouvoir. And it's been wonderful to be with you today. And I hope that we will all have an empowered day for the rest of this conference and out into the world. Thank you so much. Merci, Jamia. Cécile, Julie, mettez vos... On va dire au revoir à tout le monde de manière soror, de la sororité. Merci à toutes et à tous. Merci à la clé. Merci infiniment, Astrid, Léa, Carla, Colline. Merci de votre aide. Vous avez été formidables et merci de votre écoute. Je vous souhaite une belle et longue vie comme Simone de Beauvoir aurait voulu pour vous toutes et vous toutes. À bientôt et bonsoir. Merci. Bonsoir. On a hâte de construire une sisterhood internationale avec Jamia Sisterhood aussi. is powerful.